Allez, cette question en direct sur Boursorama. À quand la fin de l'argent facile? Pourquoi on se la pose? Elle mérite d'être posée. Je vous rassure cette question parce que la Fed pourrait, elle l'a dit il y a quelques jours, elle y réfléchit, elle pourrait réduire la taille de son bilan d'ici à la fin de l'année. Ça a des conséquences sur les taux d'intérêt. Et vous le savez, la BCE vient de commencer à réduire le montant de ses rachats d'actifs. Pour le coup, là aussi, ce ne sera pas sans impact sur les taux d'intérêt. Dans un second temps, pas tout de suite, mais on en parle dès maintenant avec Pierre Sabatier. Bonjour. Bonjour David. Économiste, président du cabinet PrimeView. Tout porte à croire qu'on rentre tout doucement, mais quand même, dans une phase de normalisation. On y va parce que, en termes de politique monétaire, même si les Américains sont évidemment plus en avance que nous en Europe, c'était il y a quelques heures, quelques jours, les minutes de la Fed, le compte-rendu de la dernière réunion de mi-mars du comité de politique monétaire de la Fed, qui a admis avoir débattu la question de la réduction de son bilan. C'est un peu technique, on va expliquer quand même le bilan plus tard dans l'année. Ils ont dit plus tard dans l'année. Il faudra qu'il y ait une communication qui soit bien établie pour préparer, pour pas faire peur. Exactement, pour préparer un peu les gens. On le sait, 4 500 milliards de dollars, le bilan de la Fed multiplié par 5 en 10 ans. C'est encore une fois, on y rentre tout doucement dans cette nouvelle ère où encore une fois, où la fin de l'argent facile. Alors, on y rentre tout doucement. On voit bien qu'il y a un changement quand même. Alors, il faut avoir d'abord la Fed, après la BCE. D'abord la Fed. Alors, la Fed, la Réserve fédérale américaine, qui est la banque centrale américaine, celle qui fournit les liquidités à l'économie américaine via les banques commerciales. Il faut avoir en tête que la banque centrale, ce sont les banques des banques qui fournissent des liquidités, en règle générale, aux banques commerciales qui le distribuent sous forme de crédit. Jusque-là, on pourrait presque dire qu'il était temps quand même, puisque la politique monétaire accommodante, on l'appelle comme ça, 10 ans, ça fait 10 ans. Voilà, pas 10 ans on va dire, mais depuis véritablement 2009, 2008-2009, on y allait dans les grandes largeurs, avec bien sûr des taux d'intérêt qui ont été des taux directeurs qui ont été ramenés au plancher, à savoir quasi à zéro pendant très longtemps. Aujourd'hui, un petit peu, on est à 1%, mais donc c'est relativement faible par rapport aux normes historiques. Mais surtout, l'autre pendant de la politique monétaire accommodante, c'est ce qu'on a appelé le quantitative easing, à savoir une politique monétaire non conventionnelle. Ça veut dire simplement qu'on n'a pas l'habitude de le faire, historiquement, et qui consiste à faire quoi? C'est fini, ça. Ça, il n'y a plus, mais si, il y a encore. Et quand on dit la taille du bilan, c'est exactement ça. Pourquoi le bilan a augmenté? Parce qu'il y a eu quantitative easing. Parce qu'au bilan de la Fed, il y a eu des achats d'actifs. On crée de la monnaie à des crédits immobiliers, des obligations d'État américains. C'est ça, et en grande partie des obligations d'État américains. Savoir que la Banque centrale a carrément émis de la monnaie, on va dire, pour caricaturer, pour acheter des actifs financiers sur les marchés et essentiellement des obligations américaines. Alors elle l'a fait dans les grandes largeurs, puisqu'on doit être à peu près à 20 points de PIB. Le bilan de la Banque centrale américaine, ça doit tourner autour de 20 points de PIB. Jusque-là, elle a arrêté d'acheter plus d'actifs financiers sur le marché, mais elle continuait lorsque les obligations arrivent à échéance. Vous savez, c'est des crédits, une fois qu'il arrive à échéance, en gros, la dette a été remboursée, elle continuait en fait à réinvestir cet argent. Cet argent. Jusqu'à présent, elle rachetait, pour conserver stable la valeur de son bilan, elle rachetait de nouvelles obligations. Là se pose la question, en fin d'année, on ne saura pas quand, mais a priori en fin d'année, justement, quand ces obligations arrivent à échéance, on ne rachète plus, on le sort du système finalement. En fait, on le laisse à échéance et en gros, on enlève de la liquidité au marché. C'est bien là le sujet. Donc la question que vous posez, c'est est-ce que ça va être la fin de l'argent facile? Ça voudrait dire non, parce qu'en fait, en réalité, sur quoi ça va avoir un impact? Les gens peuvent dire ça va faire augmenter les taux d'intérêt. C'est peu probable. Vous savez, en fait, le bon niveau de taux d'intérêt, on vous dit c'est de la politique monétaire ou autre, ça c'est du court terme. Le vrai bon niveau de taux d'intérêt, c'est le taux qui est soutenable par les agents privés, qui sont les ménages et les entreprises. Aujourd'hui, les États-Unis affichent une croissance l'année dernière de 1,5, 1,6%. Cette année, peut-être 1,9 ou 2%. Il ne faut pas rêver. Le bon niveau de taux d'intérêt long aux États-Unis, c'est entre 2 et 2,5%. Pas au-delà. C'est là où on est. C'est là où on est. Et donc, la réalité, peu importe qu'il y ait politique monétaire ou pas politique monétaire. Donc, il est peu probable que cette réduction du bilan de la Banque centrale américaine ait un véritable impact, si ce n'est qu'à court terme, sur les taux longs. Sur quoi ça va avoir un impact? C'est que lorsque la Fed va véritablement enlever des liquidités du marché, ce n'est pas sur les obligations américaines ou les obligations d'État que ça va avoir un impact, c'est sur tout le reste. Parce que n'oublions pas que le mécanisme du quantitative easing, qu'est-ce qu'il a été? Il était tout simple, c'est-à-dire qu'en achetant des obligations d'État, la Banque centrale américaine a forcé tous les autres
investisseurs acheter le reste. Ouais. Et donc, quand vous arrêtez d'acheter les obligations d'État, ils vont faire quoi, le reste? Ou les autres, ils vont faire quoi? Ils vont se remettre à acheter des obligations d'État au détriment du reste. Et le reste, c'est quoi? C'est de l'immobilier, mais surtout des actions. Et vous n'êtes pas sans savoir que les marchés à actions sont aujourd'hui très, très chèrement payés, sont très, très bien valorisés, que ce soit aux États-Unis, dans une moindre mesure en Europe, mais ils sont sur des niveaux historiquement élevés. Donc, il faut avoir en tête que nous sommes dans un marché de bulles, sur l'ensemble des actifs risqués. C'est pas grave, une bulle, la question, c'est pas est-ce qu'elle est là ou pas, c'est quand est-ce qu'elle s'arrête. Et ça pourrait être le signe, si la Banque centrale américaine allait trop vite dans sa décision en fait, de réduire la voilure, c'est-à-dire de retirer la liquidité du marché, il faudra bien voir quelle est la capacité de résistance, moins du marché obligataire que du marché des actions. Enfin, comme cette volonté des autorités monétaires de sortir de cette ère de l'argent pas cher, avec des effets qui, ça fonctionnera ou ça marchera pas. Il y a comme cette volonté. Augmentation des taux, réduction du bilan de la Fed, avec des effets dont on pourra discuter. Mais il y a quand même ce... Le bonheur est relatif tout de même, puisque quand on parle de restriction du bilan de baisse du bilan de la Réserve fédérale... Ce qui équivaut à une hausse de taux, tout le monde le sait. Ça a été montré par Morgan Stanley. Ils nous ont dit si ça passe de 4 500 milliards de dollars à 4 000 milliards de dollars, le bilan de la Fed, ça équivaut à une hausse de taux de 0,5 points. Non, enfin oui, si vous voulez, mais je ne suis pas d'accord avec Morgan Stanley sur... Voilà, même PraView n'est pas Morgan Stanley, mais on n'est pas d'accord pour une raison simple, pour les raisons que j'évoquais jusque-là. Le bon niveau de taux, ça ne sera pas 0,5% de plus en taux d'intérêt, parce que je le rappelle, il y aura substitution de l'argent public par la sphère privée. En gros, les fonds de pension américains se remettront à acheter en fait, des obligations d'État américaines s'ils peuvent le faire. Tant que, en gros, vous avez la Banque centrale qui en achète, elle doit faire autre chose. Si la Banque centrale s'arrête d'en acheter, il faut bien comprendre ce mécanisme, c'est une question de tuyau, de garagiste. Donc, si la Banque centrale s'arrête d'acheter ces obligations-là, les acteurs privés, en priorité, iront les acheter. Et ça sera donc au détriment des autres. Donc, le mécanisme a moins d'impact sur les taux d'intérêt, probablement, que, encore une fois, sur les actifs risqués, que sont les actions et ou l'immobilier. Pierre Sabatier, on a parlé de la Fed, mais il y a aussi une inflexion. L'agenda n'est pas le même pour la BCE, mais elle sort aussi tout doucement de son programme de QE, tout doucement, quand il y a easing, 20 milliards de moins. Il a rassuré Mario Draghi, parce qu'il y avait cette rumeur de marché comme quoi une hausse de taux était peut-être pour bientôt. Il a rappelé, c'était hier. C'est évident en même temps que la BCE ne relèverait pas ses taux d'intérêt avant d'abord d'avoir mis un terme à son QE. Et là, on se dit que le calendrier n'est pas clair. Pour le coup, on se dit que à quel moment est-ce que le tapering, est-ce que les réductions d'achat d'actifs, à quel moment on va arriver à zéro? On se dit qu'a priori, ça sera courant 2018. Qu'est-ce qui se passe après, à fin décembre? Une fois qu'elle a 60 milliards d'euros d'achat tous les mois jusqu'à fin décembre, 1er janvier 2018, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le même phénomène que j'évoquais jusque-là. C'est-à-dire que jusque-là, la Banque centrale européenne rachetait à peu près 80 milliards d'euros. Pas à peu près, rachetait 80 milliards d'euros par mois et maintenant 60 par mois. Décembre. En plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle injecte autant de liquidités sur les marchés financiers. Si elle s'arrête, ça veut dire que chaque mois, il y aura un acheteur en moins à hauteur de 60 milliards d'euros. Mais elle s'arrête au 1er janvier 2018 ou... Non, mais non, la réalité, c'est qu'elle ne pourra pas le faire. Parce que n'oublions pas que par rapport aux États-Unis, le moteur initial du quantitative easing en Europe et aux États-Unis n'est pas le même. Il faut bien le comprendre. Déjà, les États-Unis ont commencé bien avant nous, pour une raison très simple, parce que c'était une manière de purger les excès passés. N'oublions pas les subprimes, un surendettement privé. Ça a permis en fait de faire baisser les taux, et de régénérer en fait un effet richesse via notamment l'appréciation des marchés des actions. Mais une fois que ça a été fait, on s'est arrêté. C'est donc pour une raison vraiment ponctuelle et conjoncturelle en gros, on a fait des bêtises, on a accumulé des excès, donc il fait les purger. Et la Banque centrale a été en appui pour ça, a fait ce qu'il fallait pour aider à les purger plus vite que s'il n'avait pas été là. L'Europe, c'est différent. Quel est le rôle du quantitative easing européen? Éviter l'éclatement de la zone euro. En gros, éviter que se révèlent des déséquilibres structurels inhérents à la construction même de la zone euro. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est vraiment là, on est plus dans une résonance politique qu'économique. Donc, à la question, est-ce que la Banque centrale va s'arrêter? La réponse est évidemment non. Ou si elle le fait, ça aura des conséquences. Il va se passer quelque chose. Elle va en réduire 2018, encore une fois ses achats. Je ne sais pas, vous savez, je n'ai pas de boule de cristal. Il faut juste comprendre le pourquoi en fait, des comportements. On a deux phénomènes qui sont les mêmes. Un quantitative easing qui consiste à créer de la monnaie pour injecter de la liquidité sur les marchés financiers, mais qui n'ont pas la même origine. Et donc il faut comprendre cette origine. Est-ce que début 2018, la Banque centrale européenne pourra se permettre, parce que la zone euro sera moins bancale qu'aujourd'hui, d'arrêter en fait, ce mécanisme-là? J'en suis pas sûr. Et donc dans ces cas-là, si ça se produisait, pour le coup, alors qu'aux États-Unis, ça aura un impact fort essentiellement sur les marchés des actions plutôt que sur le marché des obligations, en Europe, ça sera bien plus partagé. Parce que là, vous aurez des augmentations de taux, notamment en Italie et en Espagne,
alors qu'aux États-Unis, vous aurez probablement pas véritablement de hausse de taux. Bon, donc en tout cas, on se mettra d'accord sur le fait que les taux bas, c'est terminé et que tout doucement, malgré tout, on rentre peut-être, non, on rentre pas dans une ère d'argent moins cher pour vous. Moins cher. Avec l'impact derrière sur les crédits immobiliers, l'impact sur mais je sais, mais de quoi parlons-nous? Est-ce que c'est une hausse des taux qui va faire passer les taux de 1 à 1,5? Alors je sais que c'est beaucoup, mais globalement, par rapport au niveau de taux auquel on est habitué jusqu'à il y a encore quelques années, c'est beaucoup moins. Donc là encore, il faut vraiment se réinterroger sur quel est le bon niveau de taux? Là, prenons le marché immobilier français, par exemple. Est-ce que vous croyez que si, effectivement, les taux montaient au-delà de 2, marché français? Voilà, mais au-delà de 2, donc, ok, ils peuvent monter peut-être jusqu'à 2. Donc, on est à 1 sur le... Oui, on est à 1,5. On est à, sur les crédits IMO. Sur les crédits IMO, on est à 1 sur l'État. Si peut-être, oui, les obligations d'État françaises peuvent monter à 1,5. Mais ce n'est pas une hausse des taux. On reste toujours dans la même fourchette, le même ordre de grandeur de taux bas, pour une raison très simple. Parce que si les taux montent plus haut, eh bien, il y a un effet récessif automatique qui fera que vous investirez moins, vous consommerez moins. Et vous savez bien que la richesse qu'on crée dans un pays, elle repose, allez, à 80 à 90% sur quoi? Sur la consommation des ménages et l'investissement des ménages et des entreprises. Donc voilà, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que chaque hausse des taux... Ça, c'est si tout se passe bien, sans accident. Oui, voilà, donc ça, c'est le scénario central où effectivement tout se passe bien. Donc il ne faut pas être très inquiet. La fin de la politique monétaire facile, on va dire, aux États-Unis aura moins d'impact sur les taux que sur probablement les marchés des actions, alors qu'en Europe, il est peu probable qu'elles surviennent à un horizon prévisible. Voilà, merci à vous, merci pour ces explications. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci beaucoup et bon week-end.